Bonjour à tous, bienvenue sur Réenchanter le Monde. Nous allons parler aujourd'hui donc d'alimentation, de santé alimentaire, de choix de régime alimentaire. Donc je suis très heureuse de vous présenter Léa, Ben et Elliot, donc qui vont nous parler de leur choix d'alimentation. Aujourd'hui on va parler de crus, de fruits, de légumes. Vous allez nous expliquer un petit peu tous vos choix qui sont bien spécifiques. Est-ce que vous voulez bien nous décrire en quoi consiste votre alimentation et comment elle s'articule dans vos journées? Alors aujourd'hui, on a une alimentation qui est à peu près à 70%, 80% crue et à base de fruits et de verdures, c'est-à-dire de légumes sous la forme la moins transformée possible, et de graines et de noix diverses, quoi. Et après, en plus, on mange un peu de produits animaux et quelques céréales, mais on l'évite. C'est-à-dire qu'on a un cadre physiologique et donc qui comprend les aliments qui sont faits pour l'homme, donc les fruits, les verdures, les graines, les noix. Et en dehors de ce cadre, on sait que c'est pas physiologique, ça va entraîner un encrassement, ça va voilà, entraver le corps. Donc aujourd'hui, voilà, on s'est dirigé vers une alimentation. Comment vous dites cru? On dit, oui, on parle de frugivorisme parce qu'on mange énormément de fruits. D'accord. Parce que voilà, l'essentiel de nos calories viennent des fruits et non plus des céréales comme dans le régime traditionnel occidental, quoi. Parce qu'on a tendance à croire que finalement, on ne se décrit pas comme végétarien non plus, parce que comme il le disait, on mange aussi quelques produits animaux. Est-ce que vous mangez de la viande? Oui, on Oui, peut rarement, manger, mais voilà, très rarement, mais c'est vrai c'est qu'on... peut-être 1 ou 2 fois par mois, quoi. Oui, Et de la viande biologique de qualité, voilà, fermière. on sait d'où elle vient, du poulet, on sait où il a été élevé, etc. On fait attention à ça. Mais c'est vrai que par contre, on s'est rendu compte que quelque part, les céréales font plus de mal que les produits animaux. Donc c'est vrai que nous, on préfère manger un petit peu de produits animaux comme ça quand on sait d'où ils viennent, etc. Et quand vous Par dites contre, produits animaux, vous parlez de fromage ou... Ah non, par Non, contre, on parle de viande, ouais. d'œufs, et ça exclut tous les produits laitiers. Oui. Alors par contre, Voilà, les produits produits laitiers, laitiers, ça c'est... c'est complètement proscrit. Parce que là, pour le coup, les produits laitiers aussi, les produits laitiers, les céréales, c'est vraiment ce qui est le plus encrassant pour l'organisme, quoi. Et ce qui, nous, on s'est rendu compte, nous fait le plus de mal, quoi. Donc ça, c'est sûr que sur les produits laitiers, par contre, Ouais. c'est On évite. vraiment... Après, ça nous arrive d'en manger. On Oui, sait quand aussi de temps en temps, quand on est invité chez des gens, un petit bout de fromage, on l'apprécie de temps en temps. Mais c'est vrai qu'au quotidien, maintenant, on n'a même plus envie de trop en acheter. Ça nous attire Ça plus. vous rend malade, littéralement, si vous en mangez? Oui, on a des symptômes immédiatement. Dès le lendemain, on a des écoulements de nez, du mucus, quoi, en fait, qui a été créé. de l'asthme, moi, ça me fait... des problèmes de peau. Ouais. Et en fait, on s'en rend compte une fois qu'on arrête. C'est une fois qu'on a arrêté d'introduire ce poison qu'on se rend compte en le réintroduisant qu'il a des effets assez importants, quoi, Et directement. vous n'avez pas de problème de santé particulier au départ, c'est-à-dire que c'est vraiment... Non, après on Ben, avait... pour vous donner un exemple, pareil, les produits laitiers, ça fait bien longtemps qu'on a réfléchi à cette question et on avait fait un test. On avait dit on arrête complètement pendant 1 mois, à une époque où on mangeait encore vraiment de manière classique, quoi, j'ai envie de dire. Et moi qui suis très sujette aux allergies, au rhume des foins, etc., là on a arrêté pendant 1 mois, puis on est allé dans une vieille maison de famille remplie de poussière. J'ai fait un énorme ménage et j'ai pas éternué une seule fois. Et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Et quelques jours après, j'ai mangé un petit gâteau dans lequel devait y avoir... c'était sur des produits laitiers. Et immédiatement, je me suis remise à éternuer. Donc là où je pensais être allergique à la poussière, aux acariens, etc., quand je mange pas de produits laitiers, je le suis plus, en fait. Donc c'est vrai Comme que... si c'était un stimulant, un favorisant allergique, en fait. Ouais, c'est quelque chose qui... Ça va comme agir ça, sur le encrasse terrain, corps. quoi, en fait. Ouais. C'est toute l'approche symptomatique qui se trompe. Quand il y a un symptôme, on veut vite éteindre le symptôme, alors qu'il faut s'intéresser aux causes premières, quoi. La cause des causes, disait Hippocrate.
c'est ça la cause des causes, c'est le terrain. Et c'est ça, c'est là qu'on se rend compte de l'importance du carburant qu'on met 3 fois par jour dans son corps quand même. Et c'est ça. Quand on s'encrasse, après forcément le corps il a besoin d'évacuer ses toxines par un moyen ou par un autre. Et donc ça va tout ce qu'on appelle un peu les maladies chroniques, comme ça, qui sont un peu répétitives, je sais pas, tous les problèmes, les maladies de peau, un peu d'eczéma, de tout ça, c'est une manifestation de toxines du corps qui essaye de sortir parce qu'il y en a trop et le corps est encrassé. Donc, Et alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer justement le principe, pourquoi les produits laitiers sont si encrassants pour le corps, pourquoi est-ce qu'ils sont toxiques? Alors déjà, ils le sont beaucoup plus à partir du moment où ils ont été transformés, donc cuits. Parce que ça, il y a une modification moléculaire qui fait que le corps ne le reconnaît plus et que ces molécules vont pouvoir passer la barrière intestinale qui est censée jouer son rôle de filtre et donc venir s'accumuler dans le sang. Et en fait, ça devient des déchets métaboliques que le corps n'arrive plus à traiter. Donc il va les stocker tant bien que mal là où il peut. Donc ça, c'est d'une part pour le côté encrassant, et en plus après il y a le côté déminéralisant parce que c'est assez producteur d'acides, donc pour tamponner ces acides, le corps va être obligé de les mobiliser à partir de ses propres réserves. Donc c'est pour ça que ceux qui consomment des produits laitiers, et ça c'est des études qui le montrent, ont des besoins de calcium supérieurs à ceux qui n'en consomment pas. Et contrairement à l'idée reçue qu'on pourrait avoir absolument. A priori. Donc, Mais d'ailleurs en France, on est un des pays les plus gros consommateurs de produits laitiers et on est un des pays qui a le plus de problèmes d'ostéoporose. Donc, ouais, c'est directement lié. C'est quand même hallucinant de se dire que la médecine ne s'en rend pas compte aujourd'hui, alors que c'est prouvé maintenant. C'est prouvé, il y a des études épidémiologiques qui le montrent, c'est largement démontré. Donc sur ça, les produits laitiers, on commence à avoir un recul assez intéressant, et d'ailleurs la plupart des naturopathes les excluent des régimes totalement. Sur les céréales, c'est en train de venir, mais c'est déjà un peu plus problématique parce qu'à partir du moment où on enlève les céréales, il va falloir trouver une autre source d'approvisionnement calorique. Alors quand on dit céréales, c'est riz, blé, donc tous les produits transformés à base de blé, donc pain, pâtes et compagnie. Tout ça, c'est la base de notre alimentation. Et c'est à cause du gluten que les céréales sont... Mais pas seulement. Pas uniquement. Pas seulement. Il y a le côté gluten, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a bien d'autres choses qui sont problématiques dans les céréales. Le fait que ce soit des chaînes longues de sucre qui sont très indigestes. Le fait qu'il y ait des substances qui les enveloppent, qui soient des antinutriments. Le fait qu'elles doivent être cuites et surcuites pour pouvoir être assimilées. Le fait qu'on ne soit pas des granivores, quoi. On n'a pas un gésier pour pouvoir digérer des grains. Donc il faut comme une poule, voilà. Donc tout ça fait que quand on se renseigne, qu'on essaie d'étudier même l'anatomie, la manière dont on est constitué, on se rend compte qu'on n'est pas adapté pour manger des céréales. Alors on survit, c'est vrai qu'on arrive à vivre, mais c'est... Dans quel état? Voilà, dans quel état, avec d'ailleurs on le voit, l'expérience de vie en bonne santé diminue. Et voilà, on mange de plus en plus mal, quoi. Il faut voir que la culture des céréales est apparue il y a quoi, 10 000, 15 000 ans, il y a 10 000 ans, ouais. À peu près. Et c'est à peu près au même moment que sont apparus les problèmes de caries, par exemple, qui n'existaient pas avant. Je veux dire, la déminéralisation, au sens large, il y a eu plein de... Ouais. Les hommes préhistoriques, ils ne se lavaient pas les dents, mais ils n'avaient pas de caries. Parce que finalement, le problème vient essentiellement de l'intérieur. Et d'une déminéralisation, parce que le corps va utiliser, justement pour se débarrasser des toxines, va utiliser en gros les minéraux là où il peut les prendre. Et donc c'est vrai que dans les dents, dans les cheveux, il va se servir de ces minéraux, et plus il a besoin de s'en servir et moins on lui en apporte, forcément ça va créer des problèmes de caries, de perte de cheveux blancs, enfin tout. Alors c'est pour ça, ce qui est intéressant, on entend souvent parler du régime paléo et l'introduction des céréales, et c'est vrai que ça a été un tournant au niveau de l'alimentation humaine à ce moment-là, puisque au paléolithique, on mangeait essentiellement donc, un peu de viande, beaucoup moins qu'on l'imagine déjà. On a une idée de gros viandards, non, on mangeait un peu de viande, énormément de verdure, donc de feuillage vert très riche en nutriments,
et des fruits, des baies. Et ce qui fait que c'est une alimentation très riche en vitamines et en minéraux, en micronutriments de manière générale. Et de ça, on est passé à une alimentation donc, à base de céréales, donc très pauvre en minéraux et en vitamines, et en introduisant des produits laitiers. Et là, et on le voit, les maladies sont apparues. Ça apporte plein de choses. Déjà, le fait de ne pas faire cuire l'aliment, on le conserve sous sa forme entière. C'est-à-dire qu'il a son totem de minéraux, de vitamines, de micronutriments, d'antioxydants, toutes les molécules dont on nous vante les mérites, elles sont présentes. À partir du moment où on les cuit, ça les altère, voire ça les fait disparaître complètement pour certaines vitamines. Donc après, je pense que toutes les cuissons ne se valent pas. Évidemment, si on fait une cuisson vapeur douce, c'est pas pareil qu'une cuisson à la cocotte minute où là on détruit tout, ou qu'une cuisson dans de l'huile bien frite. Voilà. Mais voilà, le fait de manger cru, ça nous apporte donc déjà d'un point de vue nutritionnel tous les minéraux, les nutriments qui sont dedans. Et en plus, après, ça apporte un aliment qui n'a pas été détruit et donc qui conserve toute sa force énergétique, on pourrait dire. Et ce qui doit sûrement jouer aussi, parce que c'est vrai que quand on passe à une alimentation à base de fruits et légumes, vivante, on appelle ça l'alimentation vivante, et c'est vrai qu'on en ressort avec une énergie débordante, quoi. Il faut dire que le fait aussi de manger des fruits et des légumes crus, ça se digère très facilement. Preuve qu'on est bien fait pour manger ça d'ailleurs. Ça se digère très facilement, ça reste pas longtemps dans l'estomac. Et donc du coup, il n'y a pas d'énergie qui est perdue à la digestion. Donc jamais après un repas cru, vous n'aurez le fameux coup de barre du repas de début d'après-midi. Ça n'existe pas en cru, ça. Et c'est vrai que du coup, non seulement il y a cette énergie qui nous fournit, mais en plus, il n'y a pas d'énergie perdue à digérer. Donc c'est vrai que tout le monde le dit, hein. Tous les gens qui sont passés au cru, et il y en a maintenant quand même beaucoup qui témoignent, etc., disent que vraiment du point de vue de l'énergie gagnée, c'est vraiment incomparable par rapport à ce qu'on mange avant, quoi. Mais ça, c'est un point important parce qu'on utilise entre 60 et 70% de notre énergie à la digestion, quoi. C'est quelque chose de colossal. Et à partir du moment où on soulage cette fonction, le corps va pouvoir non seulement avoir plus d'énergie pour fonctionner, mais en plus, il va pouvoir avoir l'énergie pour se nettoyer. Et en fait, en encrassant l'organisme, on l'empêche aussi de se nettoyer. Et c'est pour ça qu'après, on a des accumulations au niveau cellulaire, comme au niveau des organes, de toxines et de déchets qui provoquent des maladies ou des symptômes divers, quoi. Donc en gros, il y a les fruits, les légumes, les oléagineux. Voilà. Vous faites des jus, ce sont des fruits voilà. et des légumes. On fait pas mal de jus. Surtout quand on a un peu découvert ça. Pendant un an, on a fait... on a fait au moins 1 litre de jus tous les jours, et vraiment notre corps nous a appelé là-dessus. Des jus verts, hein. On ne parle pas de jus de fruits, avec une base de fruits, mais énormément de verdure, de feuillage, de racines. Alors là encore, l'intérêt des jus. Alors les jus, donc c'est une forme particulière puisqu'on enlève les fibres des aliments. Donc ça veut dire que les micronutriments vont être directement assimilés sans digestion. Donc ça va encore plus alléger le corps de ce point de vue-là.
Et donc ça va être une véritable bombe de nutriments qui vont arriver. Oui. T'as très soif. Bon, on va se D'accord. faire... Donc ça va être très nutritif. Une bombe de nutriments, par exemple, une carotte qu'on mangerait comme ça crue, on absorbe 30-40% des nutriments de la carotte quand on la mange comme ça. Alors qu'une carotte qui est... Ouais. C'était même moins. C'était, je crois que 17 à 20%. 17 à 20%, Je crois que c'était quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand elle est passée en jus, là, on absorbe 70% des nutriments de la carotte, quoi, directement par l'organisme. Ce qui fait que donc, il y a une absorption de vitamines et de minéraux, surtout, parce que les vitamines... les fruits, on en mange énormément comme ça, donc bon, là-dessus, on a un apport de vitamines. Mais c'est vrai que les minéraux, qui sont essentiellement dans les feuilles vertes, dans les feuillages, etc., c'est plus difficile. On mange des grosses salades, mais en jus, il faut savoir qu'on va passer une salade entière, plus une botte de céleri, qu'on mangerait jamais comme ça, juste s'il fallait le digérer, etc. Il faut savoir par exemple que les grands singes, ils passent leur journée à mâcher des feuillages, à manger des feuillages, pour avoir justement ces apports de minéraux. Et donc grâce au jus, on en a énormément, surtout que les fruits et les légumes d'aujourd'hui, en termes de quantité de nutriments qu'il y a à l'intérieur, ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait autrefois. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir la même quantité de minéraux ou de vitamines, il faut en manger 10-15 fois plus. À cause de la pauvreté des sols. Ouais, et d'autant plus par rapport aux plantes sauvages que consommaient nos ancêtres au Paléolithique, par exemple, qui consommaient des plantes sauvages non sélectionnées et non cultivées, qui étaient extrêmement riches en principes actifs, en vitamines, en minéraux, et c'est vrai que maintenant on a un peu perdu ça avec les sélections. On a des jolis fruits, des jolies verdures, mais ils sont un peu moins riches. Bon, ça pallie un peu ce problème, et c'est vrai que par rapport à ça, on se pose souvent la question de ce qu'on met dans notre corps, mais peut-être pas assez de ce que notre corps est capable d'assimiler. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on y met, et puis il y a ce que le corps en retire vraiment. Et c'est en ça où le jus, ça va aller directement aller nourrir le corps, c'est qu'il n'y a pas cette digestion. Et donc, on est à peu près sûr que le corps va pouvoir puiser dans cette richesse nutritionnelle, quoi. Notamment pour les gens qui ont des intestins, par exemple, qui ne fonctionneraient pas bien. C'est-à-dire à peu près tout le monde. C'est pour des gens qui auraient des intestins très inflammés et qui, du coup, ont plus de difficultés, notamment à manger cru, des fibres solides, dures, de la carotte crue. Quand on a des intestins très inflammés, c'est sûr que ça passe pas bien. Mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter le cru, au contraire, bien au contraire, mais c'est juste qu'effectivement, il faut privilégier d'un côté les fruits qui sont des fibres souples, et d'un autre côté les jus, pour avoir ces apports de nutriments qui vont permettre au corps d'avoir le carburant qu'il faut pour fonctionner normalement. Et donc du coup, c'est vrai que nous, on en a consommé énormément au début, mais je pense qu'aussi progressivement, on s'est habitué déjà à manger des plus grosses quantités de verdure, de salade et tout ça, parce qu'il faut savoir qu'au début, on a des estomacs quand même habitués à manger des aliments très riches en calories, des céréales, du riz, et du coup on mange assez peu et on est comblé. Alors que là, c'est sûr que pour avoir son apport en calories, il faut manger des quantités quand même importantes. De légumes et de fruits. De légumes et de fruits. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type? Qu'est-ce que vous mangez dans votre journée? Comment ça se Alors ça dépend des saisons déjà, beaucoup. Alors, là, on est en Beaucoup plein des été. Alors, on est en plein été. En ce moment, c'est pastèque le matin, au petit-déj. Donc on se fait une grosse pastèque à 3. Voilà. Une grosse pastèque, Ou voilà. deux deux petites, quoi. Mais ouais. Et puis après, à midi, ça va être des fruits, d'autres fruits ou une grosse salade. Et puis le soir, en ce moment, on se fait de la glace à la banane. On met des fraises aussi, on met des fruits glace secs. À la banane, ça veut juste dire que c'est des bananes très très mûres qu'on a mises au congélateur,
et qu'ensuite on mixe avec On mixe en mélangeant des fruits Des secs. figues. Ouais, voilà, c'est ça. c'est ça. Donc Ça ouais, fait moi glace. je mange pas mal de smoothies, notamment le matin. Et ça c'est intéressant aussi parce qu'avant j'avais un petit déj très traditionnel. Je mangeais 4 tartines de pain complet, bio, avec un peu de beurre ou de confiture de Ouais. miel. Et donc tous les matins, mes 4 tartines, et systématiquement, 2 heures après, j'avais vraiment le trou dans le ventre, grosse faim. Il fallait que je remange en fait avant le repas du midi, quoi. Et en fait, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que j'étais en hypoglycémie. C'est les signes de l'hypoglycémie. Quand je suis passé à un petit déj à base de fruits, et pas énormément de fruits, juste quelques fruits, et ben j'ai plus du tout eu faim jusqu'à midi. Même parfois, il m'arrivait de ne pas avoir le temps de manger à midi, d'arriver à 1 heure ou 2 sans devoir manger, et de ne pas être affamé, de pouvoir tenir. En fait, le corps, il est plus en hypoglycémie, il est capable de passer quand même quelques heures sans manger, quoi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand on mange des céréales comme ça, complètes ou enfin, du pain le matin, ça va faire un apport glycémique très important, donc un pic de glycémie, ce qui fait que la glycémie va redescendre D'autant plus bas qu'elle est montée d'autant haut, plus quoi. bas qu'elle est montée haut, exactement. Et donc, alors qu'avec les fruits, c'est un apport glycémique stable. On est chez vous, sur votre terrain. Donc je crois qu'en ce moment, tu travailles beaucoup en extérieur. Tu fais Ouais. beaucoup de travaux physiques, de Mm, mm. potager. Alors, est-ce que justement, tu as, des ressentiments de fatigue ou Ben, par justement, rapport à ton alimentation justement, c'est la réflexion que je m'étais faite, c'était que avant j'avais énormément de courbatures à partir du moment où je faisais des exercices assez physiques comme ça, et j'avais systématiquement des courbatures. Et quand on est arrivé ici, on venait donc d'une vie citadine, et du jour au lendemain, je me suis mis à avoir une activité physique très importante, et j'ai jamais eu aucune courbature, quoi. Et ça, c'est quand même c'est une preuve en plus, parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines, de l'efficacité de ce mode de vie. C'est que c'est juste le carburant parfait pour le corps. Et à partir du moment où on lui donne le bon carburant, eh ben, la machine fonctionne à 200%, quoi. Et elle est capable de vous emmener, de vous faire des journées de fou. Alors il faut quand même se reposer, quoi, mais avec une énergie. Voilà, quand on mange cru, après le repas, on peut partir faire une balade, faire du potager. On n'est pas plombé dans son canapé en train d'essayer de digérer, quoi. Dans l'idée, c'était ça, de pouvoir habiter à la campagne et pour pouvoir produire un maximum notre alimentation. Et c'est vrai que d'autant plus en mangeant cru et en faisant des jus, on consomme une quantité de verdure et de légumes assez hallucinante, quoi. Les jus de carottes, ça part vite en kilos de carottes qui passent à l'extracteur, quoi. Donc il faut effectivement pas mal de fruits et légumes, et ça correspondait à notre vision de les produire nous-mêmes. Et en plus de ça, il se trouve que moi ça me passionne, donc j'adore ça, j'adore faire le potager. Donc on ne sait pas trop, et après on apprend, on découvre, on fait des erreurs aussi, on se trompe énormément, parce que cultiver ses propres légumes, c'est pas si simple, hein. Et donc on apprend, on verra en fonction de ce que la nature va nous donner, mais en général elle est quand même très généreuse, quoi. On n'a pas parlé de ce terme hygiénisme, mais c'est un terme plus global pour désigner un peu la science de la santé. Moi, ce qui m'a très vite convaincu, c'est que ces deux manières de penser, en fait, elles fonctionnent de la même manière. C'est d'arrêter de considérer qu'un symptôme est un problème, mais de le voir comme juste un cri d'alarme, alors soit du corps humain, soit de la nature, et qui montre un déséquilibre. Et en fait, dans la culture, l'agriculture, c'est exactement ça. Quand on a un ravageur qui est là en trop grande quantité, ou quand on a des maladies qui se développent, c'est pas le problème du ravageur, c'est pas le problème de la maladie, c'est le problème du terrain, c'est le problème de la richesse et la diversité biologique, c'est le problème et pareil pour le corps humain, c'est le terrain, tout est dans le terrain. Ces mêmes principes appliqués à la culture du sol, des légumes, et ben c'est exactement les mêmes réponses au final. C'est-à-dire on va travailler sur le terrain et à enrichir le système, à le renforcer, à le rendre résilient,
et pas essayer de corriger tel ou tel symptôme qui apparaissent comme ça ponctuellement. C'est un travail de fond. Alors je dis pas que parfois on n'essaie pas ponctuellement de jouer sur sur un symptôme parce que bon, il faut aussi qu'on mange, donc, mais ça doit se faire systématiquement avec une réflexion de fond. Et je pense que c'est la même manière dans la santé. Même en naturopathie, parfois on se trompe parce que les naturopathes vous reçoivent, traitent votre symptôme avec un traitement naturel, donc ça vous correspond parfaitement, mais ils passent à côté de l'essentiel. C'est-à-dire que je ne suis pas contre les traitements naturels naturopathiques, mais c'est vraiment pour soulager l'urgent. Ça ne va jamais être la première réponse à un problème. D'abord, il faut parler du terrain, du contexte de vie, de la santé en général. Et après, pour soulager des cas de souffrance, là, on peut avoir recours à la médication. Mais c'est pas d'abord, je vais éteindre ton symptôme, tu rentreras chez toi et tout ira bien. Pour Elliot, pour votre enfant, justement, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a une différence pour lui? C'est le même régime alimentaire que pour vous? Est-ce que vous avez adapté un petit peu le fait que ce soit un enfant? On a adapté forcément par rapport à ses besoins, notamment en gras qui sont supérieurs. Après, il a été allaité jusqu'à 2 ans. Donc, bon, il avait une grande partie de ses besoins couverts par l'allaitement. Et à partir de 6 mois, on a commencé à diversifier, donc à introduire des purées de fruits crus. Alors que tous les pédiatres nous disaient non, il faut faire cuire, hein, sinon il ne va pas le digérer. Il digérait très très bien et sans problème. Donc lui, il a toujours eu des produits crus jusqu'à peut-être 2 ans, ou après, bon, avec les repas, des fois quand on va dans la famille et tout ça, là il s'est initié au gluten et compagnie. Donc maintenant il mange comme nous. Donc, mais oui, lui, il a mangé cru depuis le début. Et donc pas de produits laitiers non? Pas de produits laitiers, aucun produit laitier. Et quand il a été sevré, il est passé à des laits végétaux. Donc il est passé du lait maternel au lait végétal sans problème. Parce que il était suffisamment tard, à 2 ans, pour pouvoir passer à du lait végétal. Après, si l'allaitement avait dû s'arrêter plus tôt, là, c'est pas conseillé de passer à du lait végétal plus tôt aussi, parce que quand même, ils ont des besoins. Il faut faire bien attention aux besoins des tout petits. Donc là, effectivement, bon, on aurait trouvé d'autres alternatives. Comme le lait de chèvre. Voilà, par exemple. Je pense que c'est des bonnes alternatives. Moi, j'ai un peu de crainte sur les laits végétaux pour les nourrissons. Ça me semble un peu pauvre en certains nutriments. Donc, et les laits de chèvre et les laits de brebis sont moins... Surtout le lait de chèvre. Difficile à digérer voilà, que le lait de vache. Voilà, le lait de vache. Disons que du lait de chèvre cru, même si bon, aujourd'hui c'est quand même compliqué d'avoir son lait de chèvre cru le matin à donner à son bébé, mais à la rigueur c'est vraiment le plus digeste, sachant surtout que les enfants, les tout petits, jusqu'à 2-3 ans, ils ont vraiment les enzymes, etc. pour digérer le lait, que nous en tant qu'adultes normalement on n'a plus. Alors on force notre corps à continuer à en avoir parce qu'on consomme des produits laitiers, mais vraiment, alors que les tout petits, eux, ils ont ces enzymes-là, puisque eux, ils sont jusqu'à 3 ans à peu près faits pour consommer du lait animal, le lait maternel. Donc du lait de chèvre cru, ils le digéreront, ou du lait de chèvre, mieux qu'un adulte, à la rigueur. Donc là, pour ça poserait pas de problème. Il y a quand même des jours où, même si aujourd'hui Elliot, il mange quasiment comme nous, les salades, il mange tout comme nous, mais quand même, il nous demande des choses, notamment du gras, comme il dit, mais c'est-à-dire c'est de la purée de sésame, de la purée de noisettes ou des noisettes. Avocats. Cet hiver, il a réclamé énormément d'avocats. Et donc ça, on lui en donne autant qu'il en demande. Parce qu'il a des besoins en gras qui ne sont pas les mêmes que nous. Nous, très vite, justement, trop d'oléagineux, trop de noisettes et tout ça, c'est pas bon. C'est écœurant, c'est lourd à digérer. Alors que voilà, les petits, ils ont des besoins en gras beaucoup plus importants. Donc tant qu'il en demande, que c'est cru, enfin que c'est physiologique, on lui donne. Si il a envie de manger 4 avocats pour le repas, on lui donne 4 avocats pour le repas. Il y a aucun problème. C'est intéressant parce qu'avec cette alimentation, justement, on renoue avec nos ressentis. Voilà. C'est-à-dire qu'on arrête de aussi trop réfléchir avec la tête, il faut que je mange ça, non, ça j'ai pas le droit, je mange une part de gâteau, il ne faut pas que j'en mange une deuxième. Non, tant que c'est dans un cadre physiologique, donc que c'est des aliments qui sont faits pour l'homme, on peut en user, en abuser.
C'est-à-dire que si vous voulez vous manger 15-20 pêches, il n'y a pas de souci et c'est pas mauvais, au contraire. Et le corps saura vous dire stop. C'est-à-dire que la première pêche, elle aura un goût sublime, mais à la 8e ou 10e, elle aura plus le même goût. Et c'est vraiment, il faut l'avoir expérimenté pour le réaliser. Il y a des phénomènes de régulation naturelle qui existent avec des aliments physiologiques, quoi. Et donc, quand on est à l'écoute de notre corps et de nos envies, ça se passe très bien. Et les enfants, eux, l'ont instinctivement. Nous, on l'a perdu. Mais les enfants, eux, ils savent très bien ce dont ils ont besoin. Et d'ailleurs, Elliot, il va s'arrêter en plein milieu d'un avocat, quoi. Ça y est, il a sa dose. Il va vraiment, on le voit, où il peut manger frénétiquement quelque chose, où il en mange beaucoup, et puis tout d'un coup, il s'arrête. Et ça y est, c'est bon, il a eu ce qu'il voulait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire confiance aux enfants, se faire confiance à nous. Mais bon, ça, nous, on s'écoute et tout ça. Mais les enfants, parce que des fois, voilà, lui, par exemple, des dattes ou des figues, il va vouloir, pareil, sécher, là, il va vouloir en manger. On pourrait se dire, attention, c'est sucré et tout. Bon, non. S'il en a besoin, il en mange. Et puis quand il s'arrête, il s'arrête. Et d'ailleurs, par rapport à ça, par rapport à son régime alimentaire, lui, et l'impact sur sa santé, il a quasiment jamais été malade. Il n'a jamais eu... voilà, c'est que aussi on le voyait concrètement sur lui, il était en pleine forme, jamais le nez qui coule. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle les enfants des morveux, parce qu'ils sont bourrés de mucus produits par les produits laitiers et tout ce qu'ils mangent, quoi. Ils sont tous la morvonnée, quoi. Les enfants, ils sont tous comme ça, et c'est pas normal. Parce que les enfants, en plus, ils évacuent, ils ont des systèmes d'évacuation encore propres et donc, qui fonctionnent bien. Et donc c'est vrai que du coup, dès qu'on va leur mettre quelque chose qui les encrasse, tout de suite ils vont l'évacuer. Donc c'est vrai qu'ils vont faire des réactions fortes, les enfants. Ils ont des maladies, ça peut être impressionnant. Tout d'un coup, ils se prennent une fièvre monstrueuse alors qu'ils allaient très bien 2 minutes avant. Ou alors voilà, des réactions d'évacuation assez fortes, mais c'est parce que leur corps est encore capable d'évacuer. Donc Elliot, ça lui est arrivé, donc bien sûr. Le rhume, le mucus, c'est une évacuation alimentaire essentiellement. Oui. De toxines, d'encrassage du corps. Ah oui, clairement. Elliot, de toute façon, pendant tout le temps que je l'allaitais, si moi je consommais un produit laitier, lui il avait le nez qui coulait, alors qu'il ne l'avait pas consommé lui-même. Hein. Mais c'était automatique. 3 heures après, il avait le nez qui coulait. C'était impressionnant, quoi. C'était vraiment... Et donc ça lui est arrivé de choper un virus ou comme ça, hein, comme nous, je sais pas, un virus d'une gastro qui peut traîner. Mais alors déjà, il n'a jamais pris de médicaments. Il a toujours évacué très rapidement. Voilà, une grosse fièvre, une grosse évacuation, et puis terminé en 24 heures, jamais plus. Et c'est les quelques rares fois où il a été malade, peut-être 2-3 fois depuis qu'il est né, quoi. Vraiment, il est en pleine forme, quoi, sinon. Alors comment ça se passe justement? Est-ce que tu as dû adapter ton régime alimentaire à ta grossesse? Alors, adapter, oui forcément, puisque j'ai eu besoin de manger un peu plus et un peu plus gras parfois, un peu plus... c'est sûr que je me suis fait, pour le coup... surtout que j'ai été enceinte essentiellement l'hiver, donc il n'y avait pas beaucoup de fruits. Donc je me suis fait quand même du riz, des pommes de terre, tout ça pour avoir plus de calories. Donc en ce sens-là, j'ai adapté un petit peu. Mais sinon, globalement, je mange comme avant la grossesse, ouais. Essentiellement cru, beaucoup de fruits et de légumes crus. Alors j'imagine que ça correspond pas à ce qu'on recommande en général aux femmes enceintes comme alimentation. Non. Et surtout qu'on recommande justement alors des protéines, beaucoup de protéines. Alors c'est sûr qu'il y en a besoin de plus, hein, ça on va pas le nier. Mais comme on le disait, on consomme quand même quelques produits animaux, un peu de viande, des œufs, et puis surtout il y a beaucoup de protéines dans les verdures, on se fait beaucoup de jus et tout ça, donc de ce côté-là il n'y a pas de souci. Après on recommande des produits laitiers, toujours pour le calcium, donc ça évidemment, là j'en ai pas consommé.
Et il n'y a aucune peur tu n'as pas peur des conséquences que ça pourrait avoir non, tu es tout à fait sereine à ce niveau-là. Alors, je le suis aujourd'hui. C'est vrai que j'ai aucune peur par rapport à ça, puisque comme ça fait 3 ans, donc bon, ça fait des années qu'on s'intéresse à l'alimentation en général, notamment par rapport aux produits laitiers, au calcium et tout ça. Mais surtout, là, ça fait 3 ans depuis qu'on a découvert le cru et Thierry Casasnovas j'ai lu tellement de témoignages, Benjamin s'est tellement renseigné sur plein de choses que du coup, je sais avec certitude que je cours aucun risque, ni pour moi, ni pour mon bébé. Au contraire, je sais que je lui fais du bien en faisant ça. Mais c'est vrai, par exemple, que pour ma première grossesse, on s'interrogeait déjà sur l'alimentation à l'époque. Alors, on n'avait pas du tout découvert le cru et tout ça, mais par contre, on avait déjà fait des réformes, pas mal de réformes alimentaires, notamment par rapport aux produits laitiers. Et pourtant, et aux produits animaux en général, d'ailleurs, c'est vrai qu'on mangeait très peu de viande et tout ça. Et pourtant, du moment où je suis tombée enceinte, à la fois du côté de Ben que du mien, il y a des vieilles peurs qui ont ressurgi sur les protéines et sur le calcium et les produits laitiers. Et je me suis remise, donc pour ma première grossesse, à manger beaucoup de viande, beaucoup de produits laitiers alors que j'en mangeais plus. Je me suis remise vraiment à cette alimentation parce que c'est vrai que je peux comprendre, puisqu'on l'a vécu, que quand on sait les choses mais qu'on n'en est pas non plus complètement convaincu, quand on est enceinte, c'est là que ressurgissent les peurs, quoi, forcément. Donc pour cette grossesse-là, non, c'est vrai que j'ai pas du tout de crainte parce qu'on s'est tellement renseigné et j'ai vu beaucoup de témoignages de femmes qui ont fait des grossesses 100% crues, qui étaient complètement crudivores, 100% pour le coup, parce qu'il y en a pas mal, notamment en Australie, aux États-Unis, et qui ont fait donc grossesse 100% crue et pour qui ça s'est vraiment très très bien passé. Donc du coup c'est vrai que là pour le coup j'ai eu aucune crainte pour celle-là. Non. Mais j'imagine que tout ce choix d'alimentation et les étapes par lesquelles vous êtes passé avant d'en arriver là où vous en êtes aujourd'hui a dû susciter des réactions autour de vous, de votre famille, de votre entourage. Comment ça s'est passé, ça, la confrontation avec tout le monde extérieur à ces choix alimentaires qui peuvent être considérés avec un regard extérieur comme très spécifiques ou voire radicaux, comment ça s'est... Je pense que on a quand même de la chance globalement parce que dans ma famille déjà on mangeait bio beaucoup et ça n'a pas été il a fallu expliquer, ça c'est sûr, en discuter, mais c'est vrai que comme nous on y est venu très progressivement et qu'on en a beaucoup parlé et qu'on avait en face de nous des gens ouverts dans le sens où ils nous écoutaient, ça n'a pas non plus posé tant de problèmes que ça. Et en plus, c'est vrai que ce soit mes parents ou les parents de Ben, donc les grands-parents d'Eliott, ils ont parfaitement accepté pour Eliott, quand c'est eux qui le gardent ou comme ça, de se conformer à notre alimentation, quoi. Après bon, c'est toujours pareil, quand il est là-bas et qu'il y a des repas particuliers, on le laisse manger ce qu'il y a, mais ils font attention quand même, et ça c'est donc globalement ça a été plutôt bien accueilli, mais je sais que c'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de gens pour qui ont des familles où c'est beaucoup plus difficile. Et pour ta grossesse aussi, ça a été plutôt bien accueilli. Pour ma grossesse aussi, oui. Tu te sens en pleine forme, tu n'as eu absolument aucune difficulté, aucune complication. Ouais, au contraire. Au contraire. Tous les symptômes physiques négatifs que j'ai eus pendant la première grossesse et qu'ont la plupart des femmes, je les ai pas eus à celle-ci. Par exemple, la constipation. C'est quand même un problème récurrent chez les femmes enceintes. D'ailleurs, la sage-femme, à chaque consultation, nous demande des nouvelles de notre transit. Aucun problème. Aucun problème. Alors que pour la première grossesse, j'en avais eu comme tout le monde. Les problèmes de remontée de reflux gastrique. De reflux gastrique, j'en ai eu pas mal pendant la première grossesse. Là, rien, pas une seule fois. Pour la première grossesse, j'ai été recouverte de boutons dans le dos, par exemple. Donc il y a vraiment énormément de signes
Et donc, pour toi, tu es convaincue que c'est ton alimentation J'en suis convaincue. Et je le sais parce que j'ai fait des écarts, notamment quand j'étais à l'extérieur. Et là, systématiquement, par contre, j'ai des troubles qui revenaient à ce moment-là. Notamment au niveau du transit, tout ça. Mais c'était instantané et dès que j'arrêtais, c'était fini. Donc je sais vraiment que c'est ça. Que c'est pour le coup l'alimentation qui a changé ça. D'accord. Ouais. Et donc pour toutes les femmes qui nous regardent et qui pourraient être attirées par ce que tu décris, qui est assez séduisant comme ça, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner si elles ne sont pas habituées à ce type d'alimentation, de régime alimentaire? Est-ce que par exemple ça se démarre pendant une grossesse? Est-ce qu'il vaut mieux l'anticiper? Comment? Il vaut mieux pas le démarrer pendant la grossesse parce que justement, tout dépend comment on le fait, mais il y a quand même de l'élimination qui se fait quand on mange cru. Et le problème, c'est que quand on a un bébé dans le ventre, lui, il risque de recevoir des toxines qui s'éliminent. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop d'élimination, trop de détoxination qui se fasse. Donc passer d'un régime traditionnel à un régime cru pendant une grossesse, non, je ne le conseillerais pas parce que ça peut faire trop d'élimination. C'est quelque chose qu'il faudrait éventuellement anticiper bien avant la grossesse. Et avant, pareil pour l'allaitement. Par contre, ça n'empêche pas de rajouter, c'est-à-dire pas passer à du 100% cru, mais par contre, ajouter des fruits, ajouter des légumes crus, ajouter des jus de légumes, ça bien sûr que je le recommanderais quoi qu'il arrive, parce que c'est des apports de minéraux et tout ça pour le bébé qui sont quand même hyper importants. Donc ça, ne pas hésiter à ajouter, etc., mais pas se faire une grosse élimination en passant au 100% cru, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui vous a amené à ces choix alimentaires qui sont quand même très précis, très spécifiques? J'imagine que vous avez dû expérimenter, tester plein de choses avant. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à ça? Alors, on a découvert ça à la fin de mes études où je me suis mis à travailler dans une Biocoop, donc un magasin bio. Et là, évidemment, je baignais dans un environnement qui était très propice à la discussion sur l'alimentation, la nutrition, des gens engagés. Donc ça m'a un peu ouvert à ça. Et après, je me suis intéressé à l'alimentation. Enfin, on s'est intéressé tous les deux. On a commencé à lire des bouquins de Raymond Extraites, s'intéresser à l'alimentation de Kousmine, des choses comme ça. Et ça pendant plusieurs années. Et en 2000, donc ça devait être en 2009 qu'on a commencé. Et en 2013, par hasard, je suis tombé sur une vidéo donc, de Thierry Casasnovas du site Régénère. Et comme beaucoup, il a vraiment ouvert les yeux à beaucoup de monde. C'était une révélation. Donc au début, je regardais ça, je trouvais ça un peu bizarre. Des gens qui mangent que des fruits et des légumes, j'y croyais pas trop. En plus, Donc c'était pas le cas au départ, vous mangiez de la viande? Oui, de famille, non, enfin. Une tradition. Ah, au départ? Oui, au départ, on mangeait de la viande, mais depuis déjà quelques années, on commençait à en diminuer pour des raisons plus politiques, d'impact sur la planète, etc., quoi. Donc au début, vos choix alimentaires, c'était plus un engagement politique, un engagement environnemental. Ouais. C'est parti de là. C'est parti de là et progressivement, on s'est rendu compte aussi de l'impact sur la santé que ça pouvait avoir, quoi. Et jusqu'à ce que donc je tombe sur cette fameuse vidéo. Et vas-y. Je peux dire qu'au début, quand il a commencé à me parler de cru, je me suis dit oula. Sachant que moi, il faut savoir que avant, je ne mangeais que des tomates en légumes et quelques fruits, mais vraiment, j'étais extrêmement difficile. Je mangeais que des féculents, des patates, du riz, etc. Donc quand il a commencé à me parler de ça, c'est sûr que ça m'a pas du tout branché, mais alors vraiment pas. Donc j'étais là, bon d'accord, vas-y, regarde tes vidéos, mais voilà quoi. Et vous avez passé le cap quand même. Ouais, mais en fait, moi je suis comme ça, je trouvais ça vraiment très étrange au début. Ah ouais, merci. Et j'ai eu la curiosité de continuer à chercher, c'est-à-dire que je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas vivre que de fruits et de légumes, c'est pas du tout ce qu'on nous a appris depuis des centaines d'années, ça correspond pas du tout à la vision de l'alimentation par la médecine, etc. Donc j'ai commencé à chercher, déjà à me rendre compte qu'il y avait une communauté
au niveau mondial qui était énorme, quoi, énormément de gens qui avaient cette alimentation depuis des années. Certains, comme aux États-Unis, des médecins depuis plus de 30 ans. Ah, merci beaucoup. Qui pratiquent cette alimentation, qui a des festivals un peu partout, que c'est très développé et que c'est même assez bien théorisé, qu'il y a même maintenant des publications scientifiques qui en parlent, que de plus en plus de chercheurs en parlent, etc. Donc, mais au début, je ne savais pas tout ça, donc je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je vois si c'est bidon ou si c'est pas tenable. Donc j'ai commencé à chercher, à faire énormément de recherches, énormément, jusqu'à ce que j'en sois convaincu, que je l'expérimente aussi, parce qu'on a beau après avoir la théorie, il faut aussi l'expérimenter pour voir si la théorie s'applique à soi-même, parce que parfois c'est pas le cas. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs des cas de personnes dans votre entourage pour qui ça n'a pas fonctionné, pour qui le cru n'est pas adapté? Non, mais je dirais que si le cru n'est pas adapté, c'est que temporairement, sur une courte période, c'est parce que l'organisme est trop déréglé, qu'il n'est plus du tout habitué à digérer des aliments crus. Je dirais que les rares personnes qui sont passées au cru et qui en sont revenues en le critiquant, c'est des personnes qui sont passées trop brutalement et qui du coup ont eu des réactions d'élimination du corps vraiment brutales et qui du coup n'ont pas supporté. On n'a pas su l'interpréter aussi. Et on n'a pas su l'interpréter parce qu'ils se disent le cru me rend malade. Alors que... Parce que donc j'imagine que dans cette transition, quand on passe d'une alimentation plus conventionnelle, on va dire, dans l'alimentation occidentale classique, à une alimentation comme la vôtre, il y a quand même donc une phase de détox du corps qui doit être assez impressionnante, non? Où le corps évacue. Ouais. Mais ça dépend pour qui il y a. Nous, on l'a fait tellement tranquillement qu'on n'a pas eu de... On a eu des passages, quoi. On a eu des phases de détox, mais qu'on les a vues, on a su les interpréter, mais elles n'ont pas été gênantes. Enfin, elles nous ont pas handicapées, on va dire. Parce qu'on ne l'a pas fait trop brutalement. Il y a des gens qui... Et en plus, ça faisait un moment quand même que... voilà, on avait déjà arrêté, par exemple, les produits laitiers. On n'était pas non plus dans une alimentation... on n'est pas passé de la junk food pas bio à tout cru. Les gens qui font ça, là, ils peuvent avoir des grosses crises de détox qui sont pas forcément recommandées en plus, parce que bon, du coup... Donc ça peut être important de vraiment prendre le temps. Voilà. Moi je le conseille vraiment. Ah, oui. Après, ça correspond à... Certains sont plus dans le tout ou rien. On en voit beaucoup, hein. Il y en a qui peuvent pas faire de transition. Moi, je pense que c'est mieux de faire une transition, parce que le but, c'est pas non plus de se faire violence, à moins qu'on ait un problème de santé, hein. Là, je parle vraiment de... Si on n'a pas de soucis spécifiques de santé grave, le mieux c'est d'y aller tranquillement et de ne pas se dégoûter de ça. Il faut que ça reste un plaisir de manger tout ça. Voilà, pour rebondir sur nous, c'est vrai qu'au début il m'en a parlé, donc lui il est passé, par exemple il s'est dit bon ben moi je vais me faire des smoothies le matin maintenant, des fruits, je vais arrêter... Et moi j'ai dit il est hors de question que j'abandonne mes 4 tartines de pain complet le matin, donc je les ai continuées. Ah, ouais. Par contre, j'ai rajouté un kiwi. Et donc après, ça a été très progressif. Très progressif. Et c'est vrai qu'en fait, naturellement, mais vraiment naturellement, mais ça s'est étalé sur vraiment plusieurs mois, parce qu'en plus, c'est à cette époque-là qu'Eliott est né. Donc, en plus, c'était vraiment pas recommandé pour moi qu'il allaitait de faire des grosses crises de détox, parce qu'il allait se prendre les toxines dans le lait. Donc, c'est pour ça qu'il fallait quand même y aller de toute façon tranquillement. Et de toute façon, j'avais pas envie d'aller plus vite que ça, puisque voilà, c'était pas... Mais en fait, on se rend compte progressivement, on s'est acheté un extracteur de jus, on s'est mis à boire des jus, tout ça, on l'a rajouté sur ce qu'on faisait avant. Et en fait, naturellement, ben, le corps, il est attiré vers ça. Donc, très progressivement, ben, j'ai plus eu envie des tartines le matin, j'ai plutôt eu envie de manger de la pastèque, quoi. Et c'est venu comme ça, je ne l'ai jamais forcé, c'est vraiment venu... Et à force... donc c'est vraiment être à l'écoute du corps. Ouais, c'est ça. Quand on vous écoute, c'est vraiment ça qui ressort. Hein. Je pense que c'est important. C'est s'écouter. Dans la quantité, dans ce dont chacun a besoin. Certains vont être très attirés par un fruit, d'autres pas du tout. Et il faut écouter ça. Si on est très attiré par un fruit en particulier, c'est que dans ce fruit, il y a un nutriment qui correspond aux besoins du corps à ce moment-là. Et on le voit chez les enfants, c'est vraiment évident. Des fois, ils font des monodiètes presque d'un aliment, ils pourraient s'en gaver. Et après, ils n'en mangent plus, ils passent à autre chose.
Alors, il y a un autre aspect dont je voulais qu'on parle, parce que vous m'aviez expliqué que vous vous servez de votre alimentation aussi comme médicament, c'est-à-dire comme vraiment... est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce niveau-là? Quand vous êtes malade, vous vous servez de votre alimentation pour retrouver votre santé. Mais quand on est malade, déjà, on arrête de manger. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. C'est que... Le jeûne. En fait, il y a le jeûne, on l'a encore découvert un petit peu en même temps, mais un peu après. On va dire, c'est venu progressivement. Où finalement, on se rend compte que c'est toujours pareil. Le corps, quand on tombe malade, il a besoin d'évacuer la toxine, l'encrassement, ce qui a fait qu'il était malade, le virus ou peu importe. Le jeûne, du coup, on l'a découvert aussi pendant tout ça. Et moi, je me suis mise... j'ai mis du temps avant que cette alimentation... J'avais un peu plus de poids, j'avais envie de perdre du poids, puis je trouvais que finalement, même en mangeant cru, c'était pas si satisfaisant que ça, etc. de ce point de vue-là et d'autres points de vue. Et en fait, j'ai découvert, entre guillemets, le jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'on arrête de manger... on ne mange pas pendant au moins 16 heures par jour. Donc on mange que pendant 8 heures dans la journée, sur une phase de 8 heures. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit d'arrêter de manger le soir vers 19 heures et de reprendre le lendemain à 11 heures du matin. Donc se faire une phase comme ça. Et ça, j'ai commencé à l'expérimenter avant la grossesse. Et pour moi, en tout cas, ça a enfin été... ça, plus l'alimentation crue le reste du temps, je me suis enfin sentie vraiment bien. Là, j'ai évacué les dernières choses j'ai évacué encore des toxines qui me restaient à évacuer, j'ai perdu les derniers kilos qui me restaient à perdre, tout ça très facilement, et je me sentais vraiment bien, enfin vraiment bien. Ces périodes, j'ai pris beaucoup de poids tout le début de ma grossesse, je trouve que j'ai pris beaucoup de poids au début. Je prenais du poids et je me disais c'est pas possible, et en fait c'est parce que je faisais pas mal d'écart et que je mangeais comme ça de manière assez... et tout d'un coup, à peu près à 5 mois et demi de grossesse, je me suis dit je reprends mon jeûne intermittent, tant pis. Et je l'ai repris. Et alors depuis, ça m'a changé, ça m'a quand même changé. J'ai arrêté complètement de prendre du poids. Alors que mon bébé continue à grossir et tout ça sans problème. Mais du coup, moi, j'ai arrêté de gonfler en fait. Et je me sens beaucoup mieux. Et donc là, je fais mon jeûne intermittent tous les jours depuis... 3 mois et ça me fait vraiment beaucoup de bien, quoi. Donc je pense que pour certaines personnes c'est pas adapté le jeûne, ça dépend vraiment des morphologies, mais en tout cas je sais que pour moi c'est vraiment adapté et ça m'a beaucoup aidé pour la grossesse aussi. Alors, je vais vous poser la dernière question que je pose à toutes les personnes que l'on rencontre. Est-ce que vous auriez un conseil à nous donner, une inspiration à nous offrir? Qu'est-ce que selon vous, chacun peut faire à son niveau, à sa portée, pour participer au réenchantement du monde? Wow. Vaste question. Sujet. C'est sûr qu'on peut faire plein de choses, mais déjà essayer moi je dirais, essayer de mettre en application ses idées et ses valeurs. Et essayer de vivre en adéquation avec ses valeurs au sens large. C'est déjà beaucoup. Et puis essayer de faire en sorte que les générations suivantes aient bénéficié d'une éducation bienveillante, qui les éduque vers la paix, pas vers la guerre. Je pense que dans l'éducation, il y a beaucoup de choses à faire. Moi aussi, je pense que c'est vers les enfants... avant tout, qu'il faut donner toutes nos ondes positives, toute la bienveillance qu'on peut leur donner, changer complètement les mécanismes d'éducation qu'on a eu jusque-là. Et que ce soit l'alimentation ou ce qu'on leur transmet en termes d'énergie et de tout ça. Je pense qu'il y a tellement de choses à faire pour ces pauvres petits. Et que ça changerait énormément si... tout serait tellement plus facile si on avait reçu une éducation comme ça, quoi. Bienveillante et pleine d'énergie.
Merci Ben, Léa, et merci Eliane. Avec plaisir. Investment